c'était quand même cool de faire 1 million. Ouais. On a quand même bien aimé, on refait. Et puis après, on refait. Et puis après, tu commences même à t'habituer à ce truc. Ok, mais cette vidéo, pourquoi elle a pas fait 1 million? Oui, c'est gratifiant quand tu fais des super chiffres, mais c'est traître. Il y a beaucoup de youtubeurs qui en ont parlé, cette pression des chiffres, cette pression de la fréquence. Il est revenu 4 jours après. Il est parti seul. Il est parti seul, il est revenu avec des bleus partout. Il a dit, ouais, je crois qu'on tient un bon épisode. Et puis il a filé ça au monteur, qui a tabassé ça en 15 jours, et puis qui a sorti ça. C'est le super délit. Super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast. Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Aujourd'hui, épisode hors format puisque j'ai le plaisir d'accueillir une des têtes pensantes de Tataki derrière les micros du Super Daily. Tataki, c'est un média suisse qui a été créé par RTS. On va en reparler tout à l'heure. Tataki, c'est aussi et surtout, pour moi, une référence du social media, un média pure player, donc, qui rassemble aujourd'hui à peu près 3 millions de followers, tous supports confondus. Bonjour Julien Bagour, je suis très heureux de t'accueillir dans le Super Daily. Bonjour Thibaut, je suis très heureux d'être là et de pouvoir discuter avec toi, d'avoir en plus le temps de pouvoir faire ça, 1 heure pour discuter de social media, c'est parfait. C'est magnifique. Alors, tu nous viens de Genève, tu es arrivé de Genève ce matin? Je suis arrivé hier soir, Okay. J'en ai profité pour passer une petite nuit à Lyon et regarder le match de foot hier. Et du coup, j'en ai profité pour me balader un petit peu ce matin et pour être là à 13h avec toi. Donc, tu es un Breton installé. Je suis un Malouin. Avant d'être Ok, breton. d'accord. On commence Soyons très bien. précis. Attention, je suis d'abord malouin et breton et effectivement expatrié à Genève, on va dire. Voilà, donc merci de venir jusqu'à nous à Lyon, ici en centre-ville. Voilà, ça nous fait très plaisir. Je suis très content d'être là. Il y a plein de choses dont je souhaite qu'on parle aujourd'hui. Par où commencer? J'aimerais vraiment comprendre comment vous fonctionnez. Comment ça marche Tataki? Je disais, pour moi, Tataki, c'est vraiment une ref quand on parle de social media. Je te l'ai dit juste avant qu'on commence cet épisode. Gentil. Vous êtes dans nos benches. Voilà. Trop bien. À peu près systématiquement. J'espère qu'on va y rester. C'est le premier truc. J'espère qu'on va y rester. Peut-être qu'on va en parler, de savoir comment on tient la distance. Le contenu, je trouve, il est absolument ouf. Déjà, il y en a beaucoup. Il y a aussi un vrai travail sur la tonalité qui est faite et ça m'intéresse. J'aimerais qu'on travaille là-dessus, qu'on discute là-dessus. J'aimerais aussi comprendre comment vous travaillez votre éditorial, comment vous organisez votre production, parce que c'est un média, donc il y a beaucoup à produire avec un haut niveau de qualité attendu. Donc ça m'intéresse aussi. J'aimerais beaucoup qu'on parle évidemment des plateformes, YouTube, TikTok, ou cartonné actuellement Tataki sur TikTok, qu'on parle aussi des audiences et peut-être de l'ancrage régional, parce que je trouve ça très intéressant quand on est un média rattaché, en tout cas un média appartenant à la radio et la télévision suisse, romande en l'occurrence. Ouais. Bref, beaucoup de sujets. Est-ce que ça te parle tout ça? Ça me parle. Le programme me semble super chargé. Moi, je suis libre jusqu'à 18h ce soir. Donc on peut faire une session incroyable. Non, aucun problème. Attendez-vous à un épisode fleuve, les amis. Donc, toi, Julien, tu es donc responsable du pôle éditorial et production de Tataki. Exact. Voilà, ça, je l'ai vu sur son LinkedIn. C'est exactement ça. Ça veut dire, Tataki, on a la petite particularité, et ça depuis le début, d'être organisé avec 2 pôles qui ont la même importance les deux. C'est un pôle éditorial et production que moi je dirige, et un pôle public et digital qui est un pôle qui rassemble en fait tout ce qui est relation avec justement les audiences, les datas, la promotion de la marque, l'image de marque dans sa globalité, l'événementiel, etc. Et en fait, dès le début, on s'est dit qu'il fallait que 2 pôles cohabitent un petit peu, et que ces 2 pôles aient la même importance, qui est un peu différent des anciens médias, tu sais, où c'était un peu le journalisme roi, avec les community managers qui faisaient en fait que poster des contenus, etc. Nous, on a vraiment voulu dès le début mettre au centre ces 2 pôles, et du coup moi je dirige un des 2 pôles qui est le pôle éditorial et production. Donc c'est un espèce de rôle de rédacteur en chef en fait de tout ce qui est diffusé sur Tataki, tous les contenus. Est-ce que tu peux nous présenter le média Tataki pour ceux qui ne le connaissent pas? Alors le média Tataki est un média digital qui est né en septembre 2017, donc il y a un peu plus de 6 ans, et qui diffuse des contenus sur les réseaux sociaux essentiellement pour un public de moins de 26 ans. C'est un média qui effectivement a été lancé et appartient à la RTS, qui est le service public suisse, donc l'équivalent de France Télévisions en Suisse. Et ça fait maintenant 6 ans qu'on produit et diffuse des contenus pour les jeunes de moins de 26 ans sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok et Snap.
Donc, il y a combien de personnes qui bossent chez Tataki? Parce que ça envoie, hein, il y a beaucoup de matière, beaucoup de contenu. J'imagine c'est une petite fourmilière. Hein, Écoute, ça c'est un vrai sujet parce que on est un certain nombre, mais on a une taille qui, pour nous, en fait, est la taille aussi critique pour garder un peu cette cohésion d'équipe et ce côté un peu presque clanique, un peu familial. On est une bonne vingtaine, comptant justement ces deux pôles, c'est-à-dire que le pôle éditorial et production avec les créateurs et créatrices de contenu, les réalisateurs et réalisatrices, et le pôle public et digital avec toutes les personnes qui modèrent, qui postent, qui organisent les événements, etc. On est un peu plus de 25 et en fait je pense que c'est la bonne taille justement pour garder ce côté frais, garder aussi ce côté proche entre les gens, c'est-à-dire que les idées elles peuvent fuser, on peut s'arrêter tout d'un coup et se mettre 3 ou 4 à réfléchir à une idée sans que ça soit un truc où tu te retrouves dans un open space où tu es 85 et puis les gens se parlent plus et puis tu deviens un peu l'usine, quoi. Ouais, ça c'est intéressant. C'est une petite discussion qu'on a commencé en off avec mon associé Rémi, qui était la taille critique, hein, parce que c'est vrai que on en parlait, nous chez Supernatif, on frôle avec les 40 personnes et on sent que quand tu commences à être comme ça un joli navire, ça devient un challenge, un enjeu de garder cette agilité, de continuer à avoir beaucoup de fraîcheur, etc. Tu penses que ça c'est une des clés de rester quand on est un média comme vous, de pas exploser, grandir de trop? Je sais pas, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Non, je pense pas qu'il y ait de bons choix ou de mauvais choix. Je pense juste que nous, on s'est posé la question à un moment de se dire ok, on a envie de faire plus. On sait en plus que sur les réseaux sociaux, la fréquence de diffusion, elle est super importante et que tu es face à des concurrents qui des fois postent 4-5 contenus par jour, notamment sur YouTube. Donc on s'est dit, pour poster plus, il faudrait qu'on soit plus. Mais en fait, la question s'est vite posée de se dire ok, mais est-ce qu'on va pas perdre un peu l'âme en fait? Est-ce qu'on va pas perdre un peu l'ADN de Tataki, le fait justement que ça soit très familial, que tout le monde tire à la même corde et qu'on veuille vraiment faire de cette marque et de cette chaîne en tout cas une chaîne référence pour les jeunes. Du coup on s'est posé la question, est-ce qu'il fallait grossir? Et on a choisi plutôt de se dire ok, là le choix qu'on fait c'est de produire moins, donc d'être vraiment en dessous de la fréquence de certains autres médias, de certains autres vidéastes, mais d'être fier de ce qu'on poste, de peut-être faire mieux, c'est-à-dire de faire des coups, des gros formats sur YouTube, notamment maintenant on a des formats qui sont un peu plus longs, se rapprochent presque plus du documentaire que du reportage, et du coup de garder cette taille de 25, 30 personnes pour garder quand même cette connexion entre nous, et puis ce truc léger. Quand tu veux faire une sortie d'équipe et que t'es 25 réservés à resto, c'est logistique. C'est déjà compliqué. Si t'es 90, faut oublier, quoi. C'est quoi la moyenne d'âge chez Tataki? La moyenne d'âge, elle doit être de, je pense, 25 ans. 25 ans, ça c'est nécessaire par contre. Ça c'est un truc qu'on s'est toujours imposé. C'est d'avoir une audience, en tout cas des personnes travaillant pour Tataki qui sont proches de l'audience. Ça a été notre catchline un peu à l'époque qui fait très démago et puis que tout le monde utilisait, qui était un média par les jeunes et pour les jeunes. Mais nous, c'était vraiment un truc qu'on voulait faire, c'est-à-dire d'avoir des gens à l'écran et des gens derrière qui soient proches des références. On ne voulait absolument pas avoir ce côté paternaliste des journalistes un peu à l'ancienne, ou mais des experts qui arrivent et qui expliquent alors vous les jeunes comment la société est. On voulait vraiment que ce soit des questions qui émanent de l'équipe et que les gens qui puissent les poser ces questions et puis apporter des clés de compréhension, ça soit des gens proches de l'audience. Et du coup, il faut être journaliste pour bosser chez Tataki. Comment ça se passe? Pas du tout. Non seulement on n'a pas de journalistes, on a ce qu'on appelle des créateurs et créatrices de contenu. Nous, on s'est toujours fixé sur la passion du contenu et sur la curiosité et sur ce qui t'anime. C'est-à-dire qu'on a une déontologie journalistique qui est irréprochable et ça, on se l'impose. On a les mêmes règles journalistiques que l'ensemble des journalistes de la RTS, par exemple, qui est encore une fois le service public, donc avec des règles très précises. Par contre, on n'a jamais, on n'a jamais imposé un espèce de degré de diplôme ou un espèce de degré de journalisme pour pouvoir intégrer Tataki et porter des formats. Pour nous, si tu as un propos, si tu es curieux, si tu es rigoureux, si tu es créatif et si tu as un regard sur la société, je veux dire, tu es tout aussi crédible pour porter un message. Après, évidemment, il y a de l'encadrement, il y a du coaching, le professionnalisme qui s'acquiert avec les expériences. Mais le côté, il faut faire une école de journalisme pour être journaliste, ça, pour nous, c'était pas du tout envisageable. C'était pas une porte d'entrée. Alors, du coup, je me demande comment tu trouves tes équipes. Parce que là, tu me parles de 25 personnes, moyenne d'âge 25 ans, bien branchées et connectées à l'ère du temps, hein, donc qui comprennent, donc plutôt profil smart, qui comprennent, qui ont une facilité aussi sur les sujets de communication, le récit, le storytelling. Comment on trouve cette pépite rare, là? On galère déjà.
Peut-être qu'il y en a plus on à Genève galère. qu'ailleurs, Non, je sais pas. pense que... Alors déjà, dans les 25 personnes, moi je vais parler que des gens de mon équipe, c'est-à-dire des créateurs, créatrices de contenu et réal monteurs. Je pense que le gros du truc, c'est au tout début, on a fait des appels à casting. C'est-à-dire, basiquement, on disait, il y a un média qui se lance, ça s'appelle Tataki, on cherche des jeunes pour porter des contenus, etc. Et en fait, très vite, on a eu pas mal de candidatures. Des gens, et Tataki, à l'époque, c'était rien. Hein. Ça n'existait pas. Déjà, aujourd'hui, on n'est pas immense, mais tu vois, genre, à l'époque, c'était 10 abonnés, dont ma mère et mes 2 sœurs, tu vois. Donc, il y avait peu de monde. Et en fait, c'est là où on a eu des curieux qui étaient assez cool. Une des premières personnes à venir, c'est Sacha Porchet, donc, qui est le grand barbu, qui fait Immersion. On a eu Mélissa, qui aujourd'hui porte les reportages Yadéba. Et c'était des gens qui étaient intéressés par l'aventure et par la passion du contenu. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas dit on va rejoindre une rédaction, une grosse rédaction, un gros média qui fait des vues, etc. Au début, c'était vraiment on va faire des vidéos, elles vont être cool et on verra ce qui y prend. On a fait très peu de communication sur Tataki à son lancement. Ça, c'est un truc dont on pourra aussi discuter. Mais nous, on a fait 0 promesse. On a vraiment, de manière très organique, droppé des contenus sur les réseaux. Et puis, on a vu comment ça réagissait. Et puis, en fonction de ça, on a un peu réorienté notre ligne éditoriale. Mais sur le moment, on a été un peu un espèce de laboratoire. Et puis, c'était un peu la même chose pour les personnes qui venaient travailler pour Tataki. Au tout début, c'était des gens qui étaient passionnés par la création de vidéos. Et puis, petit à petit, en fonction de ce dont on avait besoin, on a commencé à affiner un petit peu. C'est-à-dire, est-ce qu'on avait besoin justement, sur des sujets un peu plus problématiques ou des sujets un peu plus solides, d'avoir des gens avec un peu plus de bagage, on va dire, journalistique, sans avoir forcément la formation qui va avec. Est-ce qu'on a besoin de personnes avec un regard plutôt humoristique, avec une belle plume pour pouvoir dynamiser tout ça? Est-ce qu'on a besoin d'une brute en motion design avec des références humoristiques? Est-ce qu'on a besoin au contraire quelqu'un qui maîtrise les narrations longues? Tout ça, on l'a fait au fur et à mesure depuis 6 ans. Et surtout, et après je vais reprendre mon souffle, mais on s'est formé en fait. Toutes les équipes, elles se sont formées petit à petit. C'est-à-dire que ça fait 6 ans, on a la chance d'avoir très peu de turnover. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont à Tataki depuis 6 ans, qui ont commencé par faire des micro-trottoirs et puis qui aujourd'hui font des tournages où ils partent en Irak pour aller raconter la vie de certaines personnes dans ces zones-là. Tout ça, en fait, c'est fait au fur et à mesure parce qu'on n'était pas freiné par le fait de faire évoluer nos formats, etc. etc. quoi. Ouais, alors, et je trouve que il y a quelque chose, je vois plein de points communs avec ce que nous on peut vivre chez Supernative, donc ça m'intéresse vraiment, c'est qu'on est sur des métiers, la création de contenu, la creator economy, la production de contenu à destination des réseaux sociaux qui sont très neufs, très nouveaux. Ouais. Donc on a tous, que ce soit de votre côté, de notre côté, un peu tout le monde, tous ceux qui évoluent là-dessus, appris en faisant, je pense. Exact. Comment vous avez développé des méthodes là-dessus? C'est quoi, test and learn? Ça c'est pourri, vas-y, on laisse tomber, etc. Ah ouais, vraiment, au tout début, et puis même encore aujourd'hui, on est très critique avec nous-mêmes. On teste des trucs, on fait des maquettes. À longueur de temps, on maquette des trucs. Il y a une idée, on la brainstorm. Moi, j'en parle avec les équipes créatives. On se dit, en vrai, sur le papier, elle a l'air cool, viens, on la teste. On la teste, elle est gaze, on la jette. Il y a un bon truc, il y a un bon début de bribe, mais je sais pas, la forme est pas bonne, on remaquette quelque chose. Donc en fait, on est toujours en train de rajouter des étapes d'itération. Ok, ça c'est cool, mais l'habillage va pas, ou je sais pas, des trucs bêtes. On part sur 3 cams, finalement en fait il en faut une en face cam, qu'on soit bien sur le regard. On fait beaucoup de choses comme ça. Et en fait, on fait du test and learn sur YouTube avant d'arriver à aujourd'hui les 2 formats un peu de structure qu'on a, Yadéba et Immersion. On est passé par plein d'étapes, on s'est ramassé. Et on continue de se ramasser. Et je pense que la culture du fail aussi, on l'entretient un peu. C'est-à-dire qu'on se taille volontairement en se rappelant les gros fails qu'on a eus et on les planque pas sous le tapis. Au contraire, on trouve assez cool. Là, je prends cet exemple-là, mais sur TikTok, par exemple, qui est la plateforme locomotive pour nous, tu vois, on a 1,7 million d'abonnés. Tu as plein d'autres médias peut-être ou qui se diraient il faut surtout pas prendre de risques parce que t'as un truc qui fonctionne, donc on bouge rien, on arrête de respirer et puis on continue. Nous, on a de temps en temps cette envie de se dire il faut quand même qu'on s'amuse, donc viens, on teste des trucs. En janvier, on a lancé un truc qu'on avait réfléchi 3 semaines avant, qui s'appelait les Tataki Trend Awards, où on s'est dit qu'on va s'amuser à faire un truc un peu type les Oscars, où on va sélectionner les 8 trends de l'année, et ça s'est prévu 3 semaines avant. Il y a souvent ce genre de trucs, il y a souvent des formats je vais pas name dropper des formats parce qu'il faut que les gens forcément aient la ref et puis ils l'ont pas forcément, mais il y a plein d'idées de formats qui sont nées d'un vendredi après-midi à 17h30 ou à 18h en train de déconner et de se dire tiens,
Et si on enfermait Sacha pendant 72 heures dans une box pour voir s'il pète pas les plombs, et puis 2 semaines après, on se retrouve à le faire, tu vois. Et puis c'est cool. Qu'est-ce que c'est la mission qui vous est confiée par la RTS? Parce que vous dépendez donc de la RTS, c'est la maison mère, on va dire. Exact. Et tu disais, on est un peu un laboratoire. Donc, est-ce que c'est aussi partie de la mission qui vous confie d'essayer, d'expérimenter, d'avoir ce confort aussi, d'essayer des choses? À la base, à la toute base, le contexte, il était le suivant, c'est que la RTS, comme les autres médias de service public et les autres médias en règle générale, avait du mal à trouver une audience jeune via les canaux télé et radio. Donc basiquement, les jeunes ne consomment pas la télé, ne consomment pas les radios. Dans notre mandat de service public à la RTS, on doit toucher ces jeunes-là. Comment on les touche? Et puis il y a le chef, le fondateur initial de Tataki, qui s'appelle Serge Gremion, qui est venu et puis qui a apporté cette idée avec Manon Bornand et moi-même de dire ok, on va créer une chaîne qui sera pour les jeunes de moins de 26 ans en Suisse romande. Et à la base, quand je disais que c'était un labo, c'est que le mandat, il était, bon bah voilà, il y a des jeunes, personne ne les touche, donc essayez de les toucher. Et nous, là, c'était vraiment la récréation, c'est-à-dire qu'on s'est dit, bon bah on teste de tout, on a testé de la fiction, on a testé des petits micro-trottoirs, on a testé des face-cam type podcast, comme faisaient à l'époque les Cypriens, etc. On a testé un peu plein de trucs, en bossant beaucoup avec des prods extérieurs à l'époque. Et c'est justement quelques mois après, on s'est dit, ok, c'est cool. On arrivait, si tu veux, Tataki existait à ce moment-là, mais c'était encore assez mineur. Et on s'est dit, ok, c'est cool, mais ça manque d'ADN. Il n'y a pas vraiment de patte, en fait. On est un diffuseur, on a un propulseur de contenu, mais finalement, personne ne capte forcément que c'est Tataki. Il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de patte particulière. Et c'est là où on a décidé de faire un petit virage, de se dire, ok, en fait, on va créer une rédaction. On va créer une rédaction avec, comme tu le disais tout à l'heure, une tonalité, avec une posture, avec des gens aussi, avec des visages qu'incarne cette chaîne-là. Et puis c'est à ce moment-là où, je dirais, le premier virage a eu lieu, de faire incarner Tataki par des visages. Et aujourd'hui, la RTS nous fait confiance parce que ça fonctionne, parce qu'il y a un fort attachement quand même, mine de rien, à Tataki. Les jeunes s'y reconnaissent, donc tant que ça fonctionne, ils nous laissent un petit peu, si tu veux, les mains libres. Il n'y a pas de mission de laboratoire particulier. Nous, on se l'impose, si tu veux, ce côté innovant, ou en tout cas, on essaie au max d'innover, mais il n'y a pas de volonté ou de but particulier là-dessus. Et si on s'en tient à la lettre de mission, il y a aussi une zone de chalandise, finalement. C'est la Suisse romande. Exact. Voilà, bon, pour ceux qui ne connaissent pas la Suisse, il y a une partie de la Suisse, on ne parle pas français. Il y en a même une grosse partie. Il y en a même une très grosse. Il y a même 2 parties qui ne parlent pas français. La Suisse, elle est divisée en 4 régions. Linguistique, il y a donc la partie romande. Là, je fais vraiment mon cours de géo, quoi. Alors, il y a la partie romande, où ils parlent français. Voilà, Genève-Lausanne, en gros. Genève, Lausanne, Montreux, Neuchâtel, le Jura, etc. Il y a la partie alémanique, où ils parlent non pas allemand, mais le suisse-allemand. Schweizerdeutsch, voilà, ça c'est encore autre chose, oui. Bonne chance à tout le monde. Donc là, on est plutôt du côté de Berne. Berne, Zurich, tous ces trucs-là. Il y a la partie italophone où ils parlent italien qu'on appelle le Tessin, c'est Lugano, Locarno, etc. Et il y a une partie qui doit faire, je pense, la taille du premier arrondissement de Lyon. On parle le romanche, c'est ça? Ils parlent romanche. Et là, c'est encore une langue exotique. Exotique, c'est le bon terme. J'aurais pas trouvé mieux politiquement pour le dire. Ouais, c'est bien. Donc, vous adressez au public jeune en Suisse romande. Voilà. Et ici, nous, on est à Lyon. Ouais. Et pourtant, on suit Tataki. On suit très près. On regarde ce qui se passe du côté de ce petit coin d'Europe. Elles sont où vos audiences aujourd'hui, là? Elles sont quand même francophones. Le truc, c'est que nous, notre objectif, il est de toucher les Suisses romands. Comme je le disais, les moins de 26 ans de Suisse romande. Aujourd'hui, on sait aussi que sur les réseaux sociaux, quand un contenu il prend, il explose et puis les frontières elles disparaissent. Et puis pour nous, c'est plutôt même assez cool que Tataki puisse être reconnu, si tu veux, au niveau francophone. Après, nous, notre mission, c'est-à-dire que c'est du plus, c'est du bonus. De toucher la francophonie, c'est un truc, on va dire, on en est fier, c'est cool, on est content de ça. Mais notre mission principale, elle est de toucher les romans. Et puis ça, on le fait. C'est le principal. Si aujourd'hui... Il n'y a pas une mission de propager la bonne vibe suisse romande un peu partout au niveau de la francophonie? Si, elle existe, mais elle existe via un point très particulier du mandat de service public de la RTS qui s'appelle le rayonnement de la Suisse à l'étranger. Ah, tu vois, il y a quelque chose. Ouais. Oui. Donc il existe à travers ce point. Nous, si on est très honnête, on a toujours ciblé les romans, mais en sachant que si on dépasse les frontières, encore une fois, c'est du bonus et c'est du kiff.
Donc quand tu sais très bien qu'une vidéo sur YouTube, elle fait 1 million de vues, bah, effectivement, tu sais que tu n'as pas touché que la Suisse romande, mais par contre, tu sais qu'en termes de volume, tu as touché beaucoup de Suisses romands. Et puis nous, c'est ça qu'on cherche absolument à avoir. Comment on fait pour garder un ancrage suisse romande quand ton média il est francophone et que la Suisse romande c'est tout petit au niveau au milieu de la francophonie. Comment on fait pour garder cet ancrage là? On le fait via les tournages, on le fait via les personnes qui incarnent nos contenus. C'est que des Suisses, hein, Sacha, Mélissa, Géo, Diana, toutes les personnes que vous voyez sur Tataki, c'est des personnes suisses. Nos problématiques, elles sont générationnelles plus que géographiques. Quand je dis ça, c'est-à-dire que quand on parle de OnlyFans, on ne parle pas de OnlyFans suisse, par contre on parle de OnlyFans qui touche les moins de 26 ans et de facto ça va aussi toucher les jeunes Suisses. Nous, l'objectif c'est qu'on cache jamais le côté suisse, on tourne je dirais 90% de nos contenus en Suisse. Dès qu'on peut amener un petit ancrage, c'est-à-dire expliquer quand on parle je sais pas, des lois par exemple, on va toujours parler d'abord des lois suisses et après on va peut-être parler des lois européennes ou prendre un peu de recul pour parler du reste, mais toujours le focus il est fait sur la Suisse. Et puis ça nous permet nous de jamais tromper, on va dire, même s'il n'y a pas vraiment de raison de tromper qui que ce soit. Et puis surtout ça permet aux Suisses, et ça je pense que c'est le truc, c'est qu'ils soient assez fiers de Tataki, c'est-à-dire que quand on voit dans les commentaires, je sais pas, quelqu'un qui dit « Ah, je suis français et puis j'adorerais qu'il y ait ça chez moi » ou « Ah putain, vous avez trop de chance la Suisse d'avoir Tataki », il y a un côté où tu es quand même assez fier et ça, je pense que c'est un truc qu'on veut maintenir. Est-ce que vous avez fait un travail sur vos personas? Est-ce que chez Tataki, les 25 personnes qui bossent, etc., savent exactement à qui ils s'adressent? Parce que, pourquoi je te pose cette question? C'est quand on parle des jeunes, c'est un personnage un peu flou, hein. Surtout en Suisse romande, parce que tu as deux gros centres urbains, on va dire, hein, et ils n'ont pas la même vie que quand tu vas un petit peu à côté, où là c'est vraiment la campagne. Donc, est-ce que vous avez des personas, et est-ce que dans ces personas, il y en a un qui est francophone et pas suisse? Non, alors je sais qu'on a eu des personnes, on a eu un essai de persona à un moment. De dire ok, on va essayer de cibler Manon qui a 17 ans et qui habite à Lausanne et puis qui a tel type de vie, on va essayer de cibler Thomas qui a 22 ans et qui habite, etc. Très honnêtement, je vais pas te mentir en te disant que c'est un truc qui nous a drivé, etc., etc. C'est pas vrai. Aujourd'hui, on l'a fait beaucoup au feeling, justement parce que les gens dans l'équipe sont cette diversité-là. Mélissa n'a pas la même vie que Sacha, qui n'a pas la même vie que Diana, qui n'a pas la même vie que Géo. Là, je prends juste les personnes connues, entre guillemets. Mais cette diversité-là, dans l'équipe, nous permet d'avoir... Elle te garantit que vous allez être juste. Ouais, je comprends. Donc en fait, c'est ce truc-là où on a aussi des gens qui sont spécialistes, tu vois, de par leur kiff. Ils sont spécialistes de musique, il y en a qui sont spécialistes de cinéma, il y en a qui sont très sur les problèmes sociétaux, il y en a à l'inverse qui sont uniquement, je sais pas, monomaniaques sur la musique, etc. Et en fait, d'avoir en fait cette espèce de bouillonnement de discussions et de différentes personnalités fait que en fait, on essaye d'être toujours le plus juste sur ok, en fait ça va toucher. Ouais. Puis il y a des fois où on se ramasse, hein. Il y a des fois où on pensait toucher juste et peut-être on l'a pas fait. C'est aussi la force. Et le truc qui est cool sur les réseaux sociaux, c'est que si tu te plantes, tu le sais tout de suite. Ouais, l'immédiateté de retour. Hein. Alors je l'ai dit, il n'y a pas de. Et puis c'est souvent assez direct. C'est-à-dire que si tu as bien marché et puis que les gens ont trouvé que tu touchais juste, on te le dit. Et si tu t'es ramassé, on te le dit aussi. Et puis quand on s'est ramassé, on l'a senti. Ouais. Dans ce cas-là, il faut apprendre à faire ton mea culpa et te dire ok, là on s'est peut-être planté. Et puis la fois d'après, on fait un peu différemment. Ouais. Si on parle édito, si on parle contenu, là c'est cœur de ton sujet. Là. On est chez moi là. Angle éditorial, si on fait grosse masse, c'est quoi? Sujet de société, pop culture, culture urbaine. Exactement, c'est ça, tu as tout résumé, c'est société, culture et culture pop. Nous on dit, c'est la petite nuance, souvent on me demande mais c'est quoi la différence entre la culture et la culture pop? La culture pour moi ça va être très justement musique, danse, on va dire les aspects culturels qu'on connaît tous assez basiquement. Culture pop pour moi on est sur le Twitch game, on est sur les réseaux sociaux, exact, Inox qui gravit l'Everest, on est sur ce genre de choses, sur les mèmes, la culture même que nous on utilise beaucoup encore, tout ça c'est très pop culture. Et puis on a ces trois axes là qui essaie en tout cas qu'on essaie de faire transpirer un petit peu sur tous nos contenus. J'ai fait un peu mes calculs, tu vas me dire si je suis juste, je compte, vous produisez à peu près 600 contenus par an. Un peu plus. Un peu, combien? Je crois que l'année dernière on était à 700, 750. Beaucoup plus, 750 contenus. Ouais.
c'est énorme, il y a beaucoup de choses, hein. On va rentrer dans le détail, mais tu as des contenus très produits, tu as des contenus micro-trottoirs, tu as des contenus plus immédiats, etc. Comment elle s'organise cette production de contenu? Parce que je rappelle, vous êtes que 25, dont une partie en tout cas dédiée à la production. On est 15 sur la donc production. 15 dédiés à la production de contenu. 750 contenus, 15 personnes. Voilà, ça donne un petit ordre d'idée, hein. Je pense que celles et ceux qui nous écoutent se rendent compte de ce que ça représente. Comment vous organisez ça de façon très concrète? Bon, alors, déjà, très honnêtement, l'équipe, toute l'équipe est hyper passionnée par ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce truc aussi d'aimer le job, et c'est des machines. Je veux dire, dans mon équipe édito et production, c'est vraiment des gens qui sont hyper doués, qui sont hyper compétents, et puis du coup qui sont hyper productifs. Ça, faut quand même le dire. Après, nous, on organise avec, on va dire, trois pôles à l'intérieur de ce pôle-là. En tout cas, trois plateformes principales. C'est YouTube, TikTok et Instagram, grosso modo. Et en gros, il y a des équipes dédiées, plus ou moins par plateforme. C'est-à-dire qu'on sait très bien que le réal monteur, si tu veux, de immersion sur YouTube, il va faire que ça. Le réal monteur de Yadeba sur YouTube va faire que ça. Et après, il y a Instagram, là où c'est la plateforme la plus réactive aussi, où c'est la plateforme où on est vraiment sur le quotidien des jeunes et puis il faut réagir tous les jours. Donc là, c'est la plateforme, je pense, la plus sportive. Et puis sur TikTok, c'est pareil, il y a une petite organisation qui se fait. Je peux faire le détail plateforme par plateforme si tu veux. Par exemple sur TikTok où on a des groupes, très basiquement des groupes dédiés sur Telegram, on fonctionne sur Telegram, où les gens proposent des sujets et puis en fait assez vite Géo ou Diana ou une autre personne va choper tout de suite ce sujet, ok, c'est une bonne idée, il va l'écrire et puis l'après-midi il va le tourner et puis le lendemain il va être diffusé. Ça c'est sur TikTok. Grosse immédiateté de production. Grosse immédiateté. Ouais. Sur Instagram c'est un peu la même chose. Il y a telle news qui a popé ou il y a telle info, ça serait cool d'apporter une petite plus-value éditoriale, donc d'aller faire un peu plus de recherche pour apporter une petite nouveauté là-dessus. Ça se fait dans les 2 jours. Est-ce que c'est la même personne qui fait la recherche qui fait la production du contenu? Ouais, on a 2 types de métiers. Chez Tataki, on a les créas de contenu, c'est-à-dire que c'est les journalistes finalement, ceux qui font la recherche, l'écriture et qui portent le propos éditorial. Et on a les réals, monteurs, qui eux se chargent de la mise en image, du montage et de la post-prod. Donc on a ces 2 métiers-là qui sont toujours en train de travailler ensemble. Donc il y en a un vraiment qui est sur le propos éditorial et il y en a un qui est sur la forme, on peut dire. Ok, ouais, je comprends. Donc tu as systématiquement, en tout cas comme point de départ, ce binôme. Tout le temps. Est-ce que vous avez une conférence de rédaction, comme un vrai média sérieux? Est-ce qu'à un moment donné où on se voit dans la semaine, on dit bon, qui parle de quoi? Ouais, on a un Il faut pas rater les votations, les énièmes votations de l'année. On a tous les lundis matins, on a une séance éditoriale où on parle de ce qui va se passer cette semaine. On a qu'est-ce qui va être diffusé dans la semaine, où on passe plateforme par plateforme ce qui va être diffusé. On a ce qu'on appelle... Donc, ce que vous aviez en buffer déjà prévu, c'est ça? Ou même, oui, exact, ce qu'on avait déjà prévu, ou tiens, il y a tel contenu qu'il ne faut pas oublier parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on avait déjà planifié, il faut qu'on se mette à le bosser. Et puis, on a ce qu'on appelle le Hype Calendar, où en fait, chaque lundi matin, les 2 prochaines semaines, tous les événements, toutes les news, tout ce qui va se passer dans le monde, culture, pop culture ou société, on le drop. C'est-à-dire que, ok, pas oublier, dans 2 semaines, il y a les Oscars. Tiens, pas oublier, il y a le match de la Suisse lundi soir. Tiens, pas oublier, il y a Luigi qui sort son album vendredi. Toutes ces choses-là, on drop ça le lundi, tous les lundis matins. Après, c'est pas une vraie conférence de rédaction comme il y a dans les médias où tous les matins, quelqu'un arrive avec son sujet proposé et puis où ça tranche, etc. Ça se fait beaucoup, nous, sur les groupes. D'accord. On a des groupes Telegram et en fait, ça se fait vraiment sur les groupes où les gens proposent, tout le monde propose des sujets et puis après, il y a quelqu'un qui s'en saisit et qui décide de le faire. Vous avez un outil éditorial, je sais pas, un Trello, un Notion, un truc comme ça qui vous permet un petit peu d'organiser votre vue calendaire aussi? Ouais, on en a un et je pense en tout cas, s'il y a des gens de Tataki qui écoutent, ils vont hurler. C'est Monday. Ouais, okay. Monday, moi je suis fan de Monday. Je pense qu'en vrai, je devrais être payé par Monday tellement je fais la promotion de Monday. Mais on a Monday qui nous... Ils n'ont pas besoin, il y a de la pub partout pour Monday. Ouais. Et je me demande si, en fait, je pense que c'est comme ça que je suis allé dessus, évidemment. Mais on a Monday qui nous sert beaucoup pour la coordination entre la production et la diffusion. Et puis ça, c'est vrai que c'est un outil qu'on utilise beaucoup. D'autant plus, dès qu'on a passé le cap de, tu vois, on était, je sais pas, 15 à Tataki, tout d'un coup on est devenu 24 par exemple. Là, il fallait beaucoup plus de coordination, où avant ça se passait un peu de la main à la main, entre 2 couloirs, bah tiens, il y a ça qui va se passer.
Là, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il fallait justement beaucoup plus de coordination, beaucoup plus de professionnalisme aussi entre les équipes. Et du coup, on a installé Monday qui nous sert à faire cette coordination-là. Que ce que je comprenne bien, est-ce que tu as une logique de travail à la chaîne? C'est-à-dire d'un côté la production, de l'autre côté le déploiement, ou est-ce que c'est la même personne qui produit, qui déploie son contenu, qui fait le wording qui va avec, etc. C'est vachement du cas par cas. Comme je dis, il y a 2 équipes. Donc, on a une social media manager qui, elle, est la responsable des plateformes dans la team publique, qui, elle, est la chef un peu de la modération et de poster les contenus, des publications, en fait. D'accord. En gros, une fois que le contenu est produit, sur TikTok, par exemple, il va être mis sur Dropbox, basiquement. Okay. Le contenu est PAD sur Dropbox, il est Et c'est la récupéré. SMM qui gère le Exact. déploiement. Okay. Exactement. Comme ça c'est carré, on time, au bon moment, au bon endroit. Okay. Exactement. Et après, on a, en fonction des contenus, tu sais que la personne qui a créé le contenu va avoir quelques inputs à donner sur la description, va avoir quelques inputs à donner sur ah tiens, faut faire gaffe à ça au moment de la publication, etc., etc. Mais l'équipe bosse vachement ensemble en fait. Il n'y a pas de côté travail à la chaîne un peu où chacun a cette espèce de cahier des charges très à l'ancienne. Il y a quand même, évidemment, chacun a sa grille, tu vois, de lecture, de travail, etc., etc. Mais ça se fait vachement collégialement. Qui décide de tiens, toi tu prends le micro, tu y vas, là, le festival machin, c'est toi qui couvre? Logiquement, c'est moi. Après, encore une fois, je délègue vachement de choses. C'est-à-dire que s'il y a une envie et puis que c'est cohérent avec la ligne et puis qu'il n'y a pas un espèce de truc où bah tiens je pars à Hong Kong pendant 6 jours et puis voilà, si c'est d'aller couvrir un festival, en général ça se fait encore une fois de manière assez collégiale, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui va proposer l'idée et puis c'est comme s'il y avait des garde-fous à l'intérieur de Tataki, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un va proposer tiens je vais aller au festival, un festival de hard rock par exemple, je prends cet exemple-là. Bah, y a tout de suite quelqu'un qui va dire hard rock, est-ce que c'est vraiment dans notre ligne? Ou alors ok, mais pour dire quoi? Tiens, faudrait faire gaffe à ce que ça soit pas bizarre, etc., etc. Et puis du coup, ces garde-fous là vont faire qu'il y a une espèce d'autogestion qui va se faire. S'il y a un couac ou s'il y a besoin d'arbitrer, ça va me remonter. Et puis là, je vais dire ok, on y va ou non, on n'y va pas. Mais sinon, si c'est cohérent avec la ligne, on va pas perdre de temps à ce que ça me remonte et puis que donc équipe très impliquée, du fond. coup forcément mode participatif très poussé et voilà. Okay. Ouais. Chacun est, ça revient un peu à ce que je disais au tout début de l'émission, mais ce côté taille critique fait que tout le monde est méga impliqué. Ouais. Tout le monde se sent hyper responsabilisé par ce Tataki là, la ligne de Tataki, l'ADN de Tataki, ce qui fait que en fait tout le monde s'autogère de cette manière là. Alors, dans ce petit monde de hippies qui est Tataki, eh bien, une des forces, elle vient aussi des contenus très incarnés. Ouais. Parce qu'au milieu, il y a quand même des visages, il y a des gens qu'on retrouve de façon très récurrente, avec une vraie tonalité. Ouais. Là, je pense par exemple à Diana Janero, qui je trouve a une tonalité géniale. Ouais. Elle a vraiment un truc très à elle et qui, à mon avis, est signature aussi de ce que vous faites chez Tataki. Est-ce que ça, c'était un choix stratégique dès le départ de ramener des contenus incarnés? Ça s'est fait dans la foulée 2018, je pense, en s'inspirant beaucoup en fait des youtubeurs qui avaient des ADN et puis où il y avait vraiment ce visage qui te captait et puis ce côté identifié, c'est-à-dire que tu t'identifiais à Squeezie, tu t'identifies à Inox, tu t'identifies à Michou, tu t'identifies à ces personnes-là, puis tu as quelqu'un qui te parle. C'est pas un média impersonnel, etc. Nous, on a fait ce choix-là à l'époque de faire porter ces contenus en se disant ok, on va miser sur ces visages et on veut que Tataki, ça soit des visages. Et puis du coup, on a embarqué assez vite Sacha, Mélissa, qui ont été les 2 premiers. Et après, il y a eu d'autres personnes qui nous ont rejoints, dont Diana, qui, elle, a effectivement cette approche en plus un peu roue libre, comme on pourrait dire. Complètement ravagée, cette personne, faut être conscient de ça. Mais du coup, il y a une vraie fraîcheur. Il y a une fraîcheur, mais immédiate. Incroyable. Ouais, et puis, elle t'embarque, et puis elle est hyper spontanée. Et je trouve que ça, c'est ce qui fait aussi le caractère méga engageant des contenus. À fond. Et puis, il y a ce côté pas forcé. Ouais. C'est-à-dire que les personnes... Encore une fois, beaucoup de gens vont dire ça, mais toutes les personnes que tu vois à Tataki, je te jure qu'elles sont les mêmes en dehors. C'est-à-dire que personne n'a fait de coaching média, on a fait pas de coaching média. Alors évidemment, tu as toujours ce truc où l'approche d'être en face caméra, c'est toujours assez particulier. Ouais. Donc évidemment, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'un petit coup de main, mais c'est pas du coaching média, c'est plus ok, essaie de justement de rester toi-même, tu vois. Dire oublie ce truc-là.
Mais toutes les personnes, Sacha, il est exactement pareil en dehors. Diana Janero, qui est fraîche, moi je dirais complètement détraquée face caméra, elle l'est aussi en dehors. Tu vois, ce côté un peu spontané, authentique, machin et tout. Mélissa, pareil. Enfin, toutes les personnes, elles sont assez elles-mêmes. Et c'est, je pense, ce qui fait que ça marche. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce côté devant la cam, je prends une posture de présentateur ou de journaliste un peu expert et je vais vous expliquer ce qui se passe. Il y a vraiment ce truc de je suis moi-même. Ce qui fait que des fois je peux dire des conneries. Il y a ce truc de j'ai pas toujours raison. Il y a des trucs, des fois je suis un peu ridicule, etc. etc. Et puis Diana Janero, typiquement, elle, quand elle porte le contenu, bah, effectivement, tu es avec elle. Ouais. Parce qu'en fait, elle t'embarque et tu sens que tu es avec une jeune qui a un propos, qui est à l'aise, qui fait des blagues, et puis du coup, qui t'embarque avec elle dans son délire, quoi. Moi, Diana Janero, elle peut me parler d'à peu près n'importe quoi. Je pense que je vais jusqu'au bout. Ouais. Peut-être même il y a du replay. Voilà. Ah, bah, écoute, replayons. Il y a aussi d'autres personnalités. Je pense à Géo. Ouais. Voilà. Et lui, en plus d'être un des visages de Taki, c'est aussi un gros TikToker, Exact. super solide. Donc Geocadias, Exact. avec 2 i. Il réunit plus de 1,4 million Ouais. de followers, le garçon. Comment on fait quand nos incarnants, ils ont une notoriété qui est quasi équivalente à celle du média? Est-ce qu'il peut y avoir une dépendance, tu vois, sur Alors nous, quand on a commencé avec Géo, il avait un peu moins d'abonnés quand même. Il avait déjà une activité, si tu veux, sur TikTok, mais c'est pas ça qui nous a attirés au début du tout, parce qu'il, pour être complètement transparent, au tout début, il était stagiaire, community manager. Donc Ok. il n'apparaissait pas à l'image, il s'occupait de la publication, de la modération, etc. Et c'était un peu au balbutiement de TikTok, et on s'était dit, bon, bah, on va aussi... Tiens, cette personne-là, elle a aussi une petite XP sur TikTok. On peut commencer à faire des tests un peu sur TikTok, mais on lui avait donné un peu ce truc-là comme un labo, justement. Tiens, tu peux tester des choses, des petites scénettes, etc., etc. Et puis après, on a décidé de lancer TikTok vraiment avec un concept qui aujourd'hui est toujours le même, les Internet Facts, c'est le décryptage un peu de trend. Lui, en tout cas, avec lui, on a toujours une super collaboration où il a cette personnalité de Geocadias et puis il y a Tataki. C'est 2 formats complètement différents sur son compte et sur Tataki. Ce qui fait qu'il n'y a pas de cannibalisme, il n'y a pas de compétition ou de concurrence, etc. On ne s'est jamais dit, bah tiens, fais chier, Géo, il a plus d'abonnés que Tataki. Ou inversement, je n'ai pas l'impression que lui non plus a pu faire cette réflexion-là parce que je pense qu'il est assez fier de ce qu'il poste sur Tataki, justement parce que c'est lui-même. Et il est assez fier de ce qu'il poste sur son compte qui est complètement différent. Donc, D'ailleurs, en fait, ça vit bien, d'ailleurs les deux. vous poquez les Ouais. personnalités sur Exact. TikTok. Sur J'ai vu, TikTok, il y a @Géo, etc. exactement, Ouais. ouais. C'est assez assumé. Et puis, il y a ce côté, encore une fois, d'avoir envie de porter une chaîne ou un média suisse roman tout en haut. Et je pense pour Géo, il y a aussi cette fierté-là. C'est-à-dire qu'évidemment, lui, il est TikToker, il est vidéaste, il est renommé, reconnu, etc., etc. Mais il y avait cette envie de participer à une aventure qui était un peu plus grande que lui, ou que uniquement lui, d'être dans un collectif, d'apprendre aussi des choses, tu vois, de Géo, qu'il puisse apprendre à rédiger, apprendre à rechercher, apprendre certaines bases aussi de montage ou de retouche, ce genre de choses. Du coup, il y a aussi ce professionnalisme où Tataki lui a apporté aussi cette touche-là, qui va lui servir de toute façon pour les années à venir, que ce soit pour lui ou pour le reste de sa carrière. Moi, ce que je comprends en t'écoutant, c'est qu'il y a une mission un petit peu au-delà des personnalités, qui est donc, comme tu l'as dit, la mission de porter un média suisse roman tout en haut. Ça, comment tu le travailles sur la durée, cette mission-là? Parce que je le comprends très bien, je comprends qu'elle puisse marcher à un instant T. Ok, cool, je suis recruté, puis après, ça peut. Est-ce que vous avez, c'est quoi? Vous avez des KPI que vous pilotez qui sont motivants à cet endroit-là? Comment on fait pour entretenir cette flamme? Alors déjà, on a des KPI, on va dire, chiffrés, assez basiques, tu vois, comme tout autre média ou toute autre boîte où on va se fixer sur telle série, on aimerait atteindre tel KPI, mais ce n'est pas que des KPI quanti, ça peut être aussi des KPI de qualité, c'est-à-dire on veut aussi un certain nombre de commentaires positifs, on veut que ça ait fait bouger les choses dans tel domaine, etc. etc. Donc c'est assez global. Pour le côté mettre Tataki tout en haut, c'est-à-dire que vraiment, on a toujours voulu faire mieux. Et puis, des fois, c'est traître, hein, c'est pas toujours bien, parce qu'en fait, tu veux toujours faire mieux, tu veux toujours faire plus. On lance un format, il marche bien. Ok, mais peut-être il pourrait marcher encore mieux. Tiens, on a fait un super 26 minutes, on est très fiers. Peut-être on pourrait faire 40. Et en fait, on passe notre temps à vouloir faire mieux, mais pas tant pour les chiffres, d'abord pour nous, en se disant « Ah putain, t'es trop fier ». Je prends Géo et Diana, quand sur TikTok, il y a le premier million qui arrive, ils se disent « Ah, c'était quand même cool de faire 1 million ». Ouais.
on a quand même bien aimé, on refait. Et puis après, on refait. Et puis après, tu commences même à t'habituer à ce truc. Ok, mais cette vidéo, pourquoi elle n'a pas fait 1 million? C'est ça qui peut être traître. C'est pour ça où, pour être très honnête, il y a je crois que c'était l'année dernière, où justement on s'est dit, oublions pas pourquoi on fait ça. On le fait pour le public et les chiffres, c'est cool. Oui, c'est gratifiant quand tu fais des super chiffres, mais c'est traître. Il y a beaucoup de youtubeurs qui en ont parlé, cette pression des chiffres, cette pression de la fréquence, ce truc où sur YouTube Studio ou sur Instagram, tu peux voir exactement quel contenu a performé. Quand il a sous-performé, tu le vois tout de suite. Il y a un moment où on a été peut-être un peu trop à regarder ça et on a décidé justement d'un peu step back en se disant ok, le principal c'est d'avoir un succès d'estime, tu vois. Le succès des streams c'est cool, c'est génial, mais en fait c'est pas forcément ça dont tu te souviendras. Si tu prends tous les vidéastes qui existent, tu leur dis-moi une vidéo dont tu te rappelles dans ta carrière, je suis pas sûr qu'ils prennent la vidéo qui a le mieux marché. Il y en a qui les ont marqués, qui les ont fait grandir, c'est pas forcément celle qui a le mieux marché. Donc essayer de rappeler un peu ce truc en se disant l'idée c'est que chacun s'améliore et puis qu'à la fin de l'année tu puisses dire il y a 3 vidéos que j'ai adoré faire. Les chiffres oui, mais il y a 3 vidéos que j'ai adoré faire, qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait me développer, etc., etc. Et puis c'est là-dessus où je pense qu'on a insisté en tout cas cette dernière année et demie. Pigé. Faut qu'on parle spécifiquement de TikTok. Parce que TikTok, Tataki sur TikTok, 1,7 million d'abonnés. Donc effectivement, grosse locomotive. Hein. Grosse locomotive. Ouais. C'est solide. À titre de comparaison, hein, je suis allé voir vos confrères français. Voilà, excusez, faut faire la comparaison. Et ça fait mal. France TV / 200, qui est à peu près sur la même, plus ou moins en France. 290 000 abonnés sur TikTok. Ils sont à la rue, vous les avez enterrés. Clique, Mouloud Achour quand même, tu vois, 760 000 abonnés. Et là, les petits Suisses romands, boum, 1,7 million. Vous avez enterré la concu. C'est quoi la clé, selon toi, pour cartonner sur TikTok? Je suis pas sûr qu'ils se soient lancés en même temps. Je pense France TV / c'est peut-être lancé après, ce qui explique aussi qu'ils soient un peu en dessous. Parce que ça pourrait très bien arriver assez fort. Mais écoute, je pense qu'il explique, il n'y a pas de recette miracle. De toute façon, si on savait la recette miracle, on la ferait sur toutes nos plateformes et puis ça serait réglé. Nous, il y a eu un game changer à un moment où on s'est dit, on va associer 3 personnes, entre autres pour TikTok, qui sont assez complémentaires. On avait Géo, qui est une personne qui connaît parfaitement la plateforme, qui connaît les trends, qui la bouffe, qui la consomme à fond. On a un réal monteur qui est une bombe de créativité, qui est une machine sur motion design, sur After Effects, etc., qui est hyper créatif et avec un humour très douteux. J'ai dit, ok, c'est de là, ça peut marcher. Ça peut marcher. Et une 3e personne qui, elle, amenait la rigueur, amenait aussi la compétence de rédaction, amenait, tu vois, tout ce background un peu journalistique aussi, de dire, ok, écrire, c'est simple, écrire bien, c'est un peu différent. Et en fait, cette alliance des 3 a fait qu'on a lancé ce format-là qui était les Internet Facts, qui était le décryptage de trends sur TikTok de manière très légère. Ça, j'adore. J'adore, c'est trop bien, c'est une super idée. Et 2e degré. En plus, c'est-à-dire que tu vois, quand je le dis, c'est du décryptage de trends, tu pourrais avoir l'impression que c'est un truc un peu chiant où on prend la chose très au sérieux, alors qu'en fait, pas du tout. C'est des trends sur TikTok, il faut en parler avec légèreté. Et en fait, l'alliance de ces 3 personnes a fait que tout d'un coup, il y avait des espèces de blagues complètement allumées, des effets de montage complètement allumés et en même temps des infos qui étaient justes, qui étaient bien amenées. Et en fait, ça a commencé à bien marcher. Il y a eu des vannes qui sont devenues des running gags. Il y a eu des tests de Géo, tu vois, qui a lancé un moment, ah tiens, ça serait marrant qu'on soit tous un espèce de gang et qu'on puisse écrire partout, Tataki partout. Et en fait, les gens se sont amusés avec ça et ont commencé à commenter tous les contenus des autres médias, etc., en mettant Tataki partout, alors que ça partait d'une vanne. Donc en vrai, c'est presque pas un accident de parcours, mais c'est genre, en tout cas, sans se prendre la tête, sans se dire on va retourner TikTok, on s'est dit, faisons un truc qui est cohérent avec 3 personnes qui matchent bien ensemble. Ça a bien marché. Et puis après, on a continué sans se prendre la tête. Encore une fois, là, on teste des choses. Les vannes, on continue de les tester. C'est vraiment, pour moi, c'est la plateforme où on a le plus de créativité. Ça veut dire que c'est quand même la récréation. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un truc, les effets, ils sont supra techniques, mais ils sont super schlag. Vraiment. C'est vrai. Et c'est volontaire. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas ce truc un peu... c'est surprofessionnel, mais c'est presque un peu aseptisé, tu vois. Non, il y a toujours vachement d'âme dans ces contenus. Il y a du grain, on va dire. Exact. Ouais.
c'est gras des fois, tu vois. Mm. Et en fait, ça cartonne parce qu'en fait, on n'a pas trop changé ce truc-là. On a fait évoluer, on est devenu de plus en plus technique. Et en vrai, il y a beaucoup d'effets qui paraissent schlag alors que c'est du taf. Ah bah attendez, faire du moche, ça prend du temps. Hein. Exact. Ouais. Et il y a des trucs qui sont hyper quali, vraiment. Encore une fois, hein, ces trois personnes-là, là, Régine, Quint et Géo, au lancement de Tataki, ont vraiment cartonné parce qu'ils sont mis à bosser ensemble et à mettre leurs forces ensemble pour faire ces contenus-là. Qui aujourd'hui cartonne toujours avec une Diana maintenant qui a rejoint aussi l'équipe et d'autres. Ouais, petit à petit, vous avez élargi. Exact. Ouais, je comprends. Et aujourd'hui, vous avez une stratégie de contenu qui est très spécifique donc à TikTok, hein, c'est ce que tu disais. Des vidéos produites spécifiquement sur la plateforme, voilà, du facecam, beaucoup de fond vert, ce gros travail sur le fond vert, etc. Très efficace. La thématique, là, pareil, vous avez un peu resserré. Beaucoup plus pop culture, si je puis dire, hein, c'est ça. Est-ce qu'il y a des sujets qui marchent mieux que d'autres pour vous sur TikTok? Peut-être que vous avez fait avant de resserrer la ligne édito. Est-ce que vous avez essayé aussi le reste ou vous vous êtes dit tout de suite non, c'est là qu'il faut qu'on aille? Écoute, ouais, on a resserré, comme tu dis, pop culture et puis ce qui doit être des trends sur TikTok. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, même si les gens pensent, en tout cas ça c'est mon avis, les gens pensent que le public et l'audience Instagram est très proche de TikTok. Pour moi, c'est faux. En termes d'âge, il y a effectivement un overlap, mais sinon, c'est deux audiences complètement différentes. Nous, nos contenus TikTok ne marcheraient pas sur Instagram. On a fait des tests, ça ne marche pas. Est-ce que tu crois que plus que l'audience, peut-être c'est l'instant de conso qui n'est pas le même? Est-ce que tu penses que ça peut être ça? Parce que l'overlap sur les chiffres, il est c'est clair, mais je pense évident. que tu vas pas pour la même raison ou tu vas pas pour, je sais pas. C'est vrai que c'est difficilement justifiable, mais je pense que les Reels, maintenant, tu vois, la consommation, elle commence à être quand même vachement proche de TikTok. Mais pour autant, tu t'attends pas à trouver le même contenu. Exact. Ouais. Il y a un espèce de truc, en tout cas, nous, les contenus TikTok sur Instagram, ça ne matche pas. Donc, les contenus, pour répondre à ta question, dans les thèmes, on est très pop culture, très deuxième degré. Il faut qu'il y ait de l'humour. Il faut qu'on arrive à le twister avec humour. Et en fait, c'est forcément des trends ou des rêves qui ont été présentes sur TikTok à un moment. Ça, c'est je veux dire, le critère de base. Après, de temps en temps, quand il y a des sujets qu'on veut traiter, je pense à, tu vois, BLM en 2020, on voulait le traiter, il n'y a pas d'humour à apporter, ça fera pas de chiffres ou ça fera moins de chiffres ou on s'en fout, on le fait parce qu'on a besoin de dire cohérent. un truc. Exact. Ouais, ok. Et puis ça, c'est un truc qu'on ne s'est jamais fermé à ça. Un truc que je trouve amusant aussi, c'est donc tu as ce format où vous décryptez des trends TikTok, alors que en fait, vous les faites pas, ces trends TikTok. Ouais. Je trouve ça assez marrant. C'est parce que c'est pas le cœur de votre contenu, mais vous les décryptez. Tu peux m'expliquer comment elle s'organise, cette partie éditoriale vraiment très spécifique à TikTok, par exemple, qui fait cette grosse veille, parce que c'est une grosse veille, hein, comme ça, de trends, qui trouve les angles. Voilà, c'est toujours ce petit trio là qui bosse ensemble. C'est plus que le trio à ce moment-là. En gros, on a si tu veux, dans l'équipe, dans les 25, 27 personnes, encore une fois, si tu reprends la base, tu as principalement des jeunes. Donc, tu as principalement des gens qui fréquentent TikTok. Et en fait, la demande qu'on fait à toute nouvelle personne qui arrive à Tataki, c'est d'être en veille sur les plateformes. C'est-à-dire les nouvelles trends sur Instagram, un nouveau format, une inspi sur YouTube ou peu importe. Pour TikTok, c'est un peu la même chose. On a vu quelque chose passer, t'envoies juste le lien. Sur un groupe spécifique qui est dédié à TikTok, t'envoies juste le lien. Et puis après, c'est un Géo, principalement aujourd'hui, un Géo, une Diana, qui vont regarder cette ref-là, qui vont aller après un peu faire des recherches, voir est-ce que ça pop, est-ce qu'il y a beaucoup d'utilisation de ce truc, est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus. Donc c'est vraiment les deux personnes créa, donc Géo et Diana, exact, qui vont se saisir de ce truc-là et dire ok, il y a quelque chose. Je suis allé checker. Effectivement, il y a une trend. Effectivement, il y a, je sais pas, une origine particulière où on peut retrouver la personne qui a lancé ce truc-là. Vas-y, j'en fais quelque chose. Il fait une bribe de texte. Vraiment une bribe de texte qui peut être relue ou pas selon la complexité du sujet. Dans la foulée, on le tourne. Il y a une grosse partie d'impro, grosse partie qui n'est pas écrite, où là, le réal monteur va un peu pousser Diana, va un peu pousser Géo pour qu'il y ait un peu d'impro. Ils se connaissent tellement bien maintenant qu'ils vont un peu se dire « Ok, mais là, ça serait cool que tu rajoutes ce truc-là. » Là, c'est un peu flat, vas-y, on essaie. Exact. Ouais. Et après, très basiquement, tu récupères les rushs, c'est monté. Là, il y a des effets et des sureffets, etc., qui sont rajoutés dans tous les sens. La version, la V1, si tu veux, est envoyée au bout de 3-4 heures sur, à nouveau, un groupe Telegram. OK, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis là, il y a une ou deux personnes qui vont donner leur retour en disant OK, c'est un peu chiant ou c'est un peu long. Ah putain, vous offrez le luxe de faire une V2? Ouais, tout le temps. Ah ouais, c'est... j'aurais pas imaginé. Tout le temps. Vu le flow, je me serais dit, vas-y, à un moment donné... Tout le temps. Et puis sur
TikTok, c'est des V2, V3. Ok. Sur Instagram, ça peut être V3, V4. Ah ouais, ok. Sur YouTube, je t'en parle pas, mais ouais, non, tout le temps. Ouais, il y a toujours un round de retour, tout le temps. Okay. Et qu'est-ce que vous cherchez à ce moment-là du round de retour? Est-ce que c'est sur quoi vous portez votre attention? Est-ce que c'est un regard qui est davantage tourné visuel, tu vois? Est-ce que c'est un regard qui est tourné sur la tonalité ou cœur de message? C'est quoi le... Non, d'abord, c'est un regard éditorial. C'est-à-dire, est-ce qu'on comprend le message? Ouais. Premier truc. C'est-à-dire, ok, tu as décrypté cette trend, de ce que tu réponds à la promesse. Est-ce que finalement, on la comprend, cette trend? Deuxième chose, c'est le rythme. C'est-à-dire, est-ce qu'on se fait chier? Est-ce que c'est rythmé? Est-ce que c'est assez rythmé? Et puis, le troisième critère, c'est effectivement le visuel. C'est-à-dire, est-ce que c'est clean? Est-ce que genre, les effets fonctionnent bien? Est-ce qu'il n'y a pas un bout de fond vert qui traîne qu'on n'aurait pas réussi à enlever? Est-ce qu'il n'y a pas un masque à rajouter? Ce genre de choses. Donc, c'est 3 critères qui, sur chaque vidéo, en tout cas sur TikTok, chaque vidéo sont analysées. J'ai vu aussi sur TikTok que vous utilisiez beaucoup la fonction reply, réponse, voilà. Vous prenez un commentaire TikTok, vous faites un contenu vidéo. Est-ce que ça, tu as l'impression que ces contenus-là, algorithmiquement, il y a un intérêt à aller dans cette direction? Ou alors est-ce que c'est juste pour vous aussi une source d'idées? C'est une énorme source d'idées. Et je dirais même... c'est la principale. Tu vois, quand tu disais tout à l'heure comment vous trouvez les sujets, comment vous décidez de les traiter, alors il y a évidemment cette veille qu'on fait dans l'équipe, mais il y a en fait le principal pourvoyeur de sujets, c'est la communauté sur TikTok. Ouais. Qui est on fire, hein. Le volume de commentaires est fou. Qui en fait des fois nous harcèle, quoi. Je veux dire, ils nous harcèlent en disant il faut parler de ce sujet-là parce qu'on le comprend pas, et il y a un moment c'est votre devoir presque, tu vois. Et du coup à ce moment-là, effectivement, il est récupéré. Ça fait partie du job de la team public dont je te parlais, le pôle public et digital. Donc la personne qui est en charge de la modération sur TikTok qui nous renvoie un espèce de top 10 des demandes sur TikTok. Ok, alors là ça fait une semaine que les gens ils veulent absolument qu'on parle de ça. Donc là il va falloir y aller. Ça fait un moment que les gens ils demandent ce truc-là. Et puis à nouveau, Géo et Diana vont récupérer ce top 5 ou ce top 10, vont faire des recherches. Des fois on va choisir de ne pas les faire parce qu'il n'y a rien de gros à dire. Des fois, on va choisir de les faire, même s'il n'y a rien à dire, et puis on va s'amuser là-dessus. Je sais que Géo, il a refait un contenu il n'y a pas longtemps parce que ça faisait genre 10 fois qu'on lui demandait de refaire un contenu qu'on avait déjà fait. Et en fait, il a décidé de faire une vidéo sur le fait que « Putain, mais je l'ai déjà fait ». Et puis du coup, il a juste fait un contenu en disant « Je l'ai déjà fait, etc. etc. » Et puis, c'est... Ouais, le numéro 1, c'est le pourvoyeur de sujets, c'est la communauté sur TikTok. La recette de Taki, c'est aussi la tonalité. Voilà, on en a parlé à plusieurs reprises. Ça parle très cash, c'est très direct, sans tabou, voilà. Ouais. Et pourtant, Tataki, c'est un média qui appartient au service public. Ouais, comme quoi, on peut rigoler sur le service public. Ouais, et comment on gère ça? Comment on gère d'avoir cette liberté de ton quand on est en plus service public? J'allais dire, regarde France Inter, ils ont une liberté de ton, mais c'est pas le moment. Mais c'est pas pour rien qu'elle est là, cette question. Hein. Et en vrai, nous, on est hyper libre. Tu dépasses pas des bornes, alors ça dépend, encore une fois, tu vas me dire, mais elles sont où les bornes? Franchement, nous, on n'a aucun problème et je ne vais pas faire ma promo service public, mais je trouve qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, le service public n'a jamais autant montré son intérêt, tu vois, je pense vraiment. Nous, on n'a jamais été emmerdé pour quelconque contenu qu'on a fait. Évidemment, on fait gaffe, hein, tu vois, on n'est pas dans, on n'est pas dans l'incitation à la haine, on fait quand même attention à ce qu'on fait. On a cette déontologie journalistique qui fait que sur chaque sujet, on fait gaffe à, comme on le dit, on fait gaffe à la variété des opinions de temps en temps sur les sujets qu'on traite sur Instagram, sur YouTube, etc. Sur l'humour, on n'a jamais eu de soucis. Et sur l'ensemble des sujets qu'on traite, on fait toujours attention à est-ce qu'on est clean. Okay, est-ce qu'on pourrait être attaqué? Et si on est attaqué, est-ce qu'on est défendable ou pas? Mais c'est une question qu'on se pose toujours encore plus, je dirais, cette dernière année, tu vois. Donc c'est clair qu'on fait hyper gaffe, mais c'est le rôle aussi du service public de parler de ces sujets-là. Nous, on doit parler à cette audience-là. S'il y a un sujet qui est surdemandé, où on sent que ça fait l'actu dans tous les sens, on est obligé d'en parler. Ouais. Sinon, tout d'un coup, c'est de la censure, quoi. Ouais, engagement communautaire énorme aussi. Ouais. Beaucoup de conversationnel. Beaucoup de conversations sous les posts. Et là, donc, il y a une équipe dédiée. Vous répondez. Ouais. C'est quoi le parti pris là-dessus? C'est de répondre à tout le monde? Ouais, c'était la volonté de la personne qui était en charge du pôle public et digital il y a encore quelques semaines, qui était cofondatrice aussi de Tataki, qui a tout de suite voulu créer ce truc de on répond, il n'y a pas un message qu'on laisse en non lu. On lit tout et on répond à tout. Donc en gros,
C'était la volonté initiale quand il y avait 15 abonnés. Ouais, c'est ça, parce que là, je vois le volume, Exact. je me dis... Donc ça doit- aujourd'hui, on s'oblige à répondre à toutes les DM. Évidemment, on répond pas à tous les commentaires, mais tous les commentaires sont lus et on répond à tous les DM. C'est ça. Ah, c'est déjà énorme, j'imagine. Ouais, c'est Ouais. énorme. Ouais. Ils font un travail monstrueux. L'équipe publique et digitale de Tataki fait un travail monstrueux, qui est un travail de l'ombre, souvent, mais c'est un travail monstrueux pour créer du lien et maintenir ce lien avec Ouais, la c'est ça. communauté. Donc c'est assez huge. Ouais. Allez, YouTube, 520 000 abonnés du côté Ouais. de YouTube pour Tataki. Bravo, énorme. Merci. Gros chiffre. Hein. Vous publiez aujourd'hui une vidéo par semaine. Ouais. J'ai l'impression que c'est à peu près ça le rythme. Format vingtaine de minutes. Ouais, Avec... ça a un peu évolué. Ouais, alors justement, peut-être des formats plus courts avant, plus longs. Exact, Ouais. plus court avant. Ouais. On était plus à 10-12 minutes. D'accord. On postait plus. On était à 2 contenus par semaine. Et je te parlais des choix tout à Ouais. l'heure. Donc on a fait le choix de Vous avez fait poster le moins. même arc narratif que McFly et Carlito, décidé de poster moins. Ils nous ont tout copié, d'ailleurs. Non, pas du tout. Ouais, on a fait le choix de faire moins mais mieux parce que parce qu'en fait, il fallait faire des choix. Soit on devenait beaucoup plus gros, Tataki, et puis effectivement, on se laissait la possibilité de poster plus, peut-être sans âme, sans ADN. Soit on décidait de poster un peu moins et on se faisait plus plaisir sur des formats un peu plus longs. Donc là, si tu regardes les premières immersions, on en rigolait encore la semaine dernière, il y a des immersions de Sacha qui font 9 minutes, tu vois. Alors C'est que court là, pour une immersion. C'est court, c'est une courte immersion. Là, on a des vidéos qui font 38, 40 minutes. Oui, donc il y a des quasiment. enquêtes, des débats Ouais. de société, des reportages. Exact. Vous avez un format que moi j'aime beaucoup, qui fonctionne un peu sur un principe d'expérience sociale, on va dire. Voilà, par exemple, la taille, est-ce que ça compte vraiment en amour? Exact. Ton style influence-t-il ta vie, Exact. etc. C'est un mix que je trouve très malin et qui est pour moi une signature aussi Tataki. C'est un mix entre enquête, Exact. invité expert et aussi micro-trottoir. Mhm. Il y a vraiment ce truc qui est très bien bossé. Et justement, ces micro-trottoirs, ça c'est pareil, le micro Tataki, je pense qu'on l'a tous vu à un moment donné dans notre feed. C'est vraiment un élément clé de la signature contenu de Tataki. Comment t'expliques, toi, qu'aujourd'hui les gens soient devenus aussi à l'aise à l'idée d'être dans la rue, de se faire filmer, on leur tend un micro et ils ont un truc à dire? Ça n'a pas toujours été le cas, hein? Non, ça a pas. Nous, on n'a jamais eu trop de problèmes avec ça. Je pense que c'est presque l'inverse. C'est plus tu deviens connu, plus c'est compliqué parce que les gens ils se disent mais ça va être vu par beaucoup de monde. Au tout début, quand tu débarquais avec ton micro et que tu faisais un micro-trottoir, à la limite ils se disaient c'est cool, on va me reconnaître, mes parents vont me reconnaître ou mes frères et sœurs vont me reconnaître, mais personne va le voir. Aujourd'hui, c'est peut-être plus compliqué selon les sujets. Je l'explique pas vraiment pourquoi les gens sont plus à l'aise ou s'ils sont à l'aise de s'exprimer. Je pense que le truc qui est sûr, c'est qu'on se sert beaucoup des vidéos qu'on a déjà fait, c'est-à-dire pour convaincre les gens de parler. Ce côté un peu bienveillance, c'est-à-dire on n'a jamais mis des gens dans la sauce pour les mettre dans la Ouais, sauce. c'est vrai. Tu vois, il y a un Oui, peu c'est ce pas truc quotidien qui va aller choper des trucs, Ouais, parfois mettre en difficulté les gens. je trouve que j'adore en plus. À côté de ça, à quotidien, je trouve super drôle. Mais nous, il y a plus ce truc de ok, on va rire de la situation ensemble, mais ça va pas être humiliant. Tu vois, On il y a veut pas de vraiment chance. ton point de vue. Exact. Ouais. Il n'y a pas de raison qu'après tu te fasses harceler, tu vois. Ouais. Alors que effectivement, selon le sujet, si tu mets quelqu'un dans la sauce, on a une responsabilité en tant que média. Les gens qui t'ont confié un point de vue, qui t'ont confié un temps de parole, etc. Si tout d'un coup tu les mets dans la sauce et puis qu'ils se retrouvent à se faire allumer sur les réseaux, t'as quand même une méga responsabilité. Vous leur faites là-dessus. signer des trucs aux gens que vous croisez dans la rue? Ouais, en général, on leur Ouais. fait pas signer un truc parce qu'en Suisse, le droit à l'image fait qu'en fait, quoi qu'il se passe, tu peux décider de retirer la vidéo. Allez. Donc, Ok. c'est assez limpide comme Ouah, ça. c'est sport ça. Quand on est un média, c'est sport. C'est sport, ouais. Ouais. Ah ouais, c'est méga sport. Donc ça, nous on les fait en général regarder la caméra et dire je suis ok c'est Ok. tacite un peu, je suis ok de participer et puis ça se passe bien en Ouais. général. Ok. Sur YouTube, vous avez aussi, tu disais, des vrais docus. Voilà, comme ce docu dans lequel on suit un jeune Suisse qui est parti faire des entraînements de moine Shaolin au fin fond de la Exact. Chine. Super, très belle prod, super bien faite. Donc vous envoyez un gars de chez vous qui Exact, Sacha, ouais. voilà, qui part en immersion subir, on va dire, Ouais, ouais. un entraînement de moine Shaolin. Comment est-ce qu'on organise une prod comme celle-ci? Parce que là, c'est très différent. C'est pas je suis centre-ville de Genève, je descends avec mes micros, je vais faire des images, ou je suis dans mon petit studio bien chez moi. Non, là, il y a une logistique, quoi. Alors je te jure que non. C'est-à-dire que ça va. Autant il y a des grosses prods qui ont nécessité une grosse logistique. Je pense au format où on est parti au Congo, je pense au format où on est parti à Gaza, etc. Oui, là, il y a vraiment une grosse logistique derrière. Pour Shaolin, ça s'est fait de manière très simple.
Sacha est tombé sur ce Suisse qui habite ou qui fait des entraînements chez lui, qui s'appelle entre autres aussi Sacha. Il m'en a parlé en me disant tiens, ça pourrait être cool, qu'est-ce que t'en penses? On en a un petit peu discuté, il a un peu discuté avec le reste de l'équipe en disant tiens, je pourrais parler de quoi, etc., etc. Il se trouve que les visas pour aller entre la Chine et la Suisse, à ce moment-là, tu n'avais plus besoin de visa en tant que Suisse pour aller en Chine. Ok. Donc il a dit why not. Il a écrit aux jeunes là, qui étaient à Shaolin pour lui dire tu serais dispo quand? Le gars a dit la semaine prochaine. Et Sacha a dit ok, je bosse un peu le concept, mon séquencier, etc. Et puis du coup il est parti. Go. Il est revenu 4 jours après. Il est parti seul. Il est parti seul, il est revenu avec des bleus partout. Et il a dit je crois qu'on tient un bon épisode. Et puis il a filé ça au monteur qui a tabassé ça en 15 jours et puis qui a sorti ça. Donc là, tu as un mec qui est parti seul, qui à la fois a travaillé l'intégralité du sujet, donc la narration, le storytelling, fait les images, les interviews, les séquences, etc. C'est trimballé avec son trépied, fait le cadreur, a tout fait. Hein. Là, on est en mode méga débrouille du coup. Hein. La méga débrouille, là sur cet épisode, c'est une belle prouesse. C'est vraiment une belle prouesse. Alors, le coup de chance qu'a Sacha à chaque fois, c'est qu'il y a toujours une ou deux personnes sur place qui sait tenir une caméra. Donc souvent, il se sert aussi de ces personnes-là, c'est-à-dire en plus, les moines Shaolin, ils bougent pas, ils tremblent pas. Eux, ils sont full gainage et puis ils arrivent. Non, ils trouvent toujours des gens qui arrivent à tenir un peu la cam et qui lui donnent un petit coup de main. Mais la prouesse est assez dingue. Ouais. Le fait qu'il parte tout seul aussi sur cet épisode-là fait qu'il est aussi justement un peu livré à lui-même. Ça veut dire que les douleurs ou les doutes, etc., il les vit tout seul. Et puis c'est ce qui rend aussi le truc un peu cool et authentique, où il n'est pas avec une équipe avec qui il peut débrief tous les jours, ok, on fait quoi et tout. Tu sens le truc, c'est un peu dans son jus. Ça rapporte un côté vlog, ouais. Exact. Ouais, je comprends. Il y a aussi des formats, du coup, enquête, voilà. Ouais. Par exemple, pourquoi les vidéos ultra violentes ont envahi les réseaux. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Je trouve que là-dessus, vous avez un vrai savoir-faire dans le sourcing, la recherche et l'écriture. Gros travail, on le voit bien, c'est vraiment documenté. Ouais. Comment ça s'organise ce travail de recherche là sur ce sujet-là typiquement? Il y a vraiment un sourcing avant. Il y a des gens qui viennent, faut les trouver, il faut trouver leur expertise et tout. C'est un gros taf, hein, ça. On se rend pas bien compte. On se rend rarement compte. Alors celle-ci, il y a certaines vidéos où on se rend pas compte du gros taf, nous qu'on appelle la pré-prod, c'est-à-dire vraiment tout le travail de recherche. Il y a cette vidéo-là, il y a la vidéo sur le plagiat sur YouTube qui avait été un énorme job aussi. Il y a une vidéo sur les pédocriminels sur Internet où il a fallu infiltrer un site aussi. C'est un énorme job qui, en plus, moralement et mentalement, des fois, te coûte, tu vois. Là, c'est encore une fois, dans mon équipe, tu as des personnes, donc des créas de contenu qui sont encore une fois les personnes qui sont en charge de l'éditorial, qui vont proposer ce sujet, on va en parler. Ah tiens, je trouve qu'il y a un truc à faire sur les vidéos un peu violentes et sur l'attractivité que les jeunes ont pour ces vidéos violentes. On va lancer le sujet, on va dire ok, on le tente, on le creuse. Et puis là, cette personne-là, elle va se mettre à bouffer des rapports, à creuser sur Internet, à infiltrer des groupes Telegram, à regarder des études qui ont été faites sur le sujet, etc., etc. Et puis après, on va en rediscuter en disant ok, ça serait quoi le plan alors? De quoi on va parler exactement? Et puis qui pourraient être les intervenants, qui pourraient être les experts, qui pourraient contredire des choses, ou est-ce qu'il y a besoin d'avoir des vidéastes qui évoluent là-dedans? Et puis en fait, on commence à construire à ce moment-là ensemble un peu une arche, tu vois, de séquenciers. Et après, c'est parti, tout est lancé, on tourne, les facecams sont tournées, les interviews sont tournées, et puis il y a un peu cette arche narrative qui est construite en montage, et puis après qui est diffusée. Vous avez commencé, j'imagine, à avoir des réflexes sur ces storytelling-là, donc tu as des arches narratives un peu clés. Ouais, alors oui et non, c'est-à-dire qu'on essaie de les casser le plus possible. Ouais. Parce qu'en fait, elles existent et c'est le pire truc qui puisse t'arriver, c'est justement de reprendre et puis de dire ok, c'est un peu le même sujet que celui-ci, donc on reprend et puis on change. Thèse, antithèse, synthèse, ça sera très bien. Ouais. Et ça, c'est le pire truc parce que tu peux vite te retrouver dans une routine, toi, qui est un peu chiante, c'est-à-dire qu'en plus, tu prends même pas de plaisir à écrire. Et puis, je pense pour le public, un peu chiante aussi. Donc on essaye, alors je dis pas qu'on révolutionne à chaque fois nos contenus, mais en tout cas on essaye à chaque fois de partir de la page blanche et puis de se dire ok, qu'est-ce qui pourrait être un peu cool de faire. Évidemment, tu sais que tu as toujours un peu tes marronniers, tu as toujours un expert ou en tout cas une personne qui va t'apporter une certaine expertise, tu essaies d'avoir un contrepoint de vue. Puis tu sais que c'est un algo, faut aussi que tu travailles ton temps de rétention. Exact, donc ça c'est une horreur. Ouais. Mais du coup, on a cette espèce de petite routine, mais qu'on essaie de casser le plus possible pour justement aussi un peu se surprendre. Je pense que tu vis peut-être la même chose avec l'agence, mais nous, il y a aussi ce truc de stimulation. Tu sais qu'un réal, il a besoin d'être stimulé. Si tu lui proposes toujours le même sujet, avec toujours la même marche narrative, au bout de 6 mois, il dit ok, moi j'ai compris, quoi. Donc alors que si à chaque fois il se retrouve avec des rushs très différents et
une manière de monter un peu différente et qu'on lui dit ok, bah, c'est page blanche maintenant, amuse-toi, bah, quel kiff, tu vois. Ouais, je comprends. Pour un créatif. Vous êtes donc un média public. Ouais. Voilà. Et votre business model, pardon, il est donc très éloigné de celui des youtubeurs, de Complètement. la creator economy. Est-ce que vous entretenez quand même des relations avec des marques partenaires maintenant que vous êtes youtubeur à plus de 500 000? Est-ce que vous avez cédé aux sirènes de Rhino Shield et d'un VPN quelconque? Du sud ou du... On n'est pas du tout... En fait, appartenant au service public, on a cette chance-là, en tout cas cette condition-là, de ne pas pouvoir monétiser les contenus sur le web. Ok. La RTS a interdiction de faire ça. Une loi fédérale, le service public suisse n'a pas le droit de monétiser des contenus. Donc en fait, nous, on a un budget qui est fixe, qui est fermé à l'année. Et avec ce budget, on doit faire fonctionner Tataki. Du coup, pas de partenaires, à part des partenaires événementiels, qui là, dans ce cas-là, ne sont pas des partenaires commerciaux, mais des partenaires événementiels, des festivals, ou ce genre de collabs qui se font sur des événements estivaux, sur des festivals de musique ou ce genre de choses. Mais sinon, pas de collab commercial. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a toute une dimension éditoriale sur laquelle vous ne pouvez pas aller, voilà, qui a aussi un élément de pop culture, hein, les marques, etc. Tu veux dire le brand content? Ouais. Non, on fait pas de brand content, Ouais. ça c'est sûr. D'accord. Par Mais contre, même sur le sujet, éditorialement. Je dirais au contraire, tu vois, ça nous donne justement toute cette liberté et cette crédibilité pour le faire. C'est-à-dire que si demain on veut faire un truc sur le brand content et les dessous du brand content, je dis n'importe quoi, bah, on peut y aller. Pas de problème à le Et faire. puis on peut y aller à fond. Ouais. Si on veut parler de la dépendance, tu vois, de certains vidéastes avec des marques ou ce genre de choses, alors c'est pas du tout dans l'idée, mais on peut le faire. C'est un peu comme le plagiat sur YouTube. Si tu veux parler de On, les chaussures Exact, on peut le faire. Ouais, ça, ok. on n'est pas trop embêté, et puis c'est ça qui est cool. C'est le fait de ne Ok. pas être dépendant de la pub fait qu'on peut y aller sur tous les sujets. Allez, Instagram, 175 000 abonnés. Voilà. Et j'ai l'impression que là, sur Instagram, vous êtes très habile dans la mutualisation de vos images, notamment issues de YouTube. Ouais. C'est vraiment bien fait parce que quand je suis sur Instagram et que je vois le contenu, j'ai pas du tout l'impression qu'elles sont recyclées de YouTube. Il y a une vraie qualité de prod. J'ai quand même un petit truc très clean qui me dit hey, retrouvez l'intégralité sur YouTube. C'est très bien amené. Et donc vous avez ces formats longs que vous retravaillez en format 9/16e. Entre autres, ouais. Est-ce que cette dynamique de recyclage aujourd'hui, c'est la clé pour exister sur autant de plateformes à la fois simultanément? Je pense que nous, Instagram, c'est la plateforme la plus réactive. C'est là où aussi on doit faire le plus de choses et où on peut moins le planifier ce qu'on va faire en septembre. C'est impossible. La plateforme, elle fait que changer. Les algorithmes vont faire que changer. Du coup, on doit toujours s'adapter et d'une semaine à l'autre, il y a plein de choses qui se bouleversent un peu dans notre planning. Les recyclages, comme tu dis, ce que nous on appelle les transmédias, c'est-à-dire les vidéos YouTube. C'est plus joli, hein, transmédia. Ouais, c'est joli quand même. C'est plus joli. S'il te plaît. Les vidéos YouTube qui sont recroppées pour être mises sur Instagram, pour nous, c'est une manière de valoriser les contenus qui sont sur YouTube pour les montrer finalement à une audience un peu différente, ou en tout cas une audience complémentaire sur Instagram. C'est aussi pour faire de la fréquence. Il faut qu'on soit présent sur Instagram. Je pense qu'à la base, c'était aussi ce truc de se dire c'est un peu con parce que tu as une vidéo de 35 minutes, tu sais qu'il y a plein de gens qui vont peut-être pas voir ce moment-là de la vidéo. Si tu le croppes et que tu le mets sur Instagram, le contenu il se tient tout seul. Donc ça serait cool quand même d'apporter ce message-là à une autre audience sur Instagram. Est-ce que ça veut dire quand vous aujourd'hui concevez une vidéo YouTube, vous pensez aussi à ces capsules? Est-ce que vous intégrez à un moment donné de dire ça sera parfait pour faire du transmédia Insta? C'est ce qu'on essaye de faire, on n'y arrive pas. C'est ce qu'on essaye de faire le plus possible, c'est de se dire ok, on pense au transmédia avant d'y aller, etc., etc. Alors souvent il y a des plans de transmédia, ça par contre on sait toujours qu'on va faire du transmédia quand on part sur une enquête, on sait qu'il y aura peut-être un témoignage, etc., etc. Par contre, sur le tournage, il est tellement intense, tu vois, en règle générale, tu es tellement sur le vif du sujet qu'on n'arrive jamais à se dire ok, ben alors je m'arrête pour penser au transmédia que hypothétiquement je vais mettre sur Instagram parce que tu es tellement la gueule dans ton contenu YouTube en te disant il faut déjà que le reportage se tienne, il faut déjà que l'enquête elle se passe bien, etc., etc., que malheureusement c'est toujours un peu au dernier moment où on se dit il faut que le contenu Instagram soit fait avec ce qu'on a, quoi. Ouais, je vois aussi beaucoup de contenu qui parle de pop culture du côté d'Instagram, avec notamment un gros axe sur les créatrices et créateurs de contenu. Voilà, vous avez fait notamment un contenu sur le nouvel album de Théodore, l'Everest d'Inoxtag, la Kingsling d'Amine, que des créateurs français. Des créateurs francophones. Nous, on utilise francophone. Comme ça qu'on se... Du coup, moi, j'ai une question pour toi. C'est comment se porte aujourd'hui la scène YouTube ou créatrice de contenu suisse romande spécifiquement?
C'est une très Je te mets dans la bonne sauce, là, question. ou pas? C'est ce qu'on appelle. Il y a le grand JD. Le grand JD, il y en a quelques-uns. Hein. Il y a le grand JD, je vais m'arrêter là. Mais non, il y a quelques vidéastes, il y a quelques créateurs effectivement de contenu. Si tu veux, la scène, elle est assez petite. Hein. Le public est assez restreint en Suisse. Donc ça veut dire que tu as des gros vidéastes comme le grand JD qui était là depuis le début, qui font que effectivement, il est suisse, il assume complètement d'être Genève, mais en fait, c'est un créateur francophone, tu vois, aujourd'hui, le grand JD. Tu as quelques vidéastes romans, tu vois, qui arrivent à prendre. Il y a Noah, qui est un vidéaste aussi, qui a une grosse chaîne YouTube. Mais je pense que tu demandes à son audience, tu as peut-être 10% des gens qui savent qu'il est suisse. Donc, aujourd'hui, et en plus, quand je disais vidéaste francophone, c'est vrai. C'est-à-dire que je pense vraiment aujourd'hui que tu as vraiment ce truc de vidéaste francophone où tu casses un peu les barrières. Évidemment, en France, c'est le gros pays francophone autour de nous. Donc, c'est sûr que dès qu'un vidéaste il atteint un certain palier, en règle générale, le réflexe, c'est quand même d'aller à Paris pour pouvoir évoluer dans ce microcosme, etc. On a le même problème à Lyon. Mais évidemment. Et moi, justement, je trouve super cool que vous soyez à Lyon et que vous restiez à Lyon. Mais c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose pour les vidéastes. Et regarde les artistes, les musiques, les rappeurs, les danseurs, les danseuses, tout ce qui touche à l'art, en règle générale, le gros problème, c'est qu'il y a ce truc de se dire, si je veux percer, je dois monter à Paris. Et c'est vrai, en vrai que Paris t'ouvre des opportunités incroyables. Etc., donc c'est la même chose aujourd'hui pour la scène créateur suisse. À un moment donné, il y a une aspiration. Il y a une aspiration. Après, ça dépend aussi qu'est-ce que. On le voit avec les Belges, hein, c'est un peu le pareil. Bien sûr. Voilà. Mais c'est sûr et certain. Regarde je sais pas comment il s'appelait, Jimmy Labeu à l'époque, qui est allé après faire le QG, etc. Ouais, tout à fait. Donc il y a ce truc-là. Après. Je pense qu'un mec comme le Grand JD, il a ouvert beaucoup de portes aussi et il a été une inspiration pour énormément de vidéastes suisses de pouvoir développer leur truc. Le gros problème, c'est que il faut que le marché puisse te soutenir. Tu vois, quand tu es un vidéaste suisse, faire des collabs, vivre, faire des gros contenus, il faut que tu sois soutenu par des grosses marques. Et souvent, les grosses marques, elles te disent « Ok, elle est où ton audience ?» Si elle est juste en Suisse romande, ils disent « Ouais, mais c'est chou, mais moi, j'ai besoin de plus. » Est-ce que justement, vous, le fait que vous puissiez vous permettre, vous êtes service public, vous permettre aussi d'assumer cette tonalité qui n'est pas la même. C'est pas la même qu'une tonalité parisienne, hein, ce que fait Tataki. Il y a vraiment, je trouve, une tonalité signature suisse, romande à minima, et peut-être plus du coup francophone que parisienne. Est-ce que tu penses que ça, c'est ce qui fait aujourd'hui la réussite de Tataki, c'est que vous êtes une vraie proposition et que vous êtes quasiment vous êtes créateur de contenu avant d'être un média. Écoute, je sais pas, je crois qu'on n'a jamais théorisé trop ça, pour être très honnête. On n'a jamais trop théorisé la tonalité qu'on avait. Elle est vraiment en fonction des personnalités des gens, pour être vraiment de l'équipe. Si on a des jeunes qui ont 25 ans, en fait, on essaie de traiter tel sujet. On voit que ça a été surtraité. Je sais pas, on lance un thème, on voit que ça a été surtraité par tout le monde. On se dit, ce serait cool de le faire différent. Donc, on théorise pas trop ce truc-là. Si tu regardes des vidéastes, tu parlais de Géo, qui est un gros vidéaste aujourd'hui, qui est aussi sur YouTube d'ailleurs. Lui, aujourd'hui, je pense que son audience, elle est francophone, elle est globale. Tu vois, elle n'est pas juste suisse. Nous, on veut que les gens et que les Suisses romans nous consomment, mais on ne se ferme pas, encore une fois, à cette audience francophone. Et je sais pas si notre ton est si différent. Notre ton, il est si différent. Ah bah oui, je trouve. Moi, je regarde aussi beaucoup ce que fait RTBF. Tarmac. Et je trouve des points communs. Et il n'y a pas de média parisien qui a cette tonalité-là. Il y a une tonalité de média parisien. Je trouve qu'il y a quelque chose de différent. Donc, merci pour la francophonie. Ils avaient fait des trucs sexy soucis, des petits contenus, etc. qui étaient. C'est pas mal, mais c'est quand même un peu parisien. Voilà. Ça, c'est le Lyonnais qui. peut-être, c'est ça. T'as sans doute, toi, suivi les actualités françaises. Voilà, forcément. C'est très chaud en ce moment, je fais pas mystère, on a des élections assez déterminantes là qui arrivent. Et à ce titre, on assiste à un truc très nouveau. Il y a des youtubeurs, il y a des streamers qui prennent la parole sur des sujets qui jusqu'à présent étaient méga touchy, tabous, sur lesquels ils n'allaient pas. Et là, ils appellent à voter notamment contre l'extrême droite en France. Est-ce que tu as l'impression que le web social est en train de devenir sérieux ? Je pense qu'il y a un moment où chaque personne fait en fonction de sa conscience et de ses valeurs aussi. Je pense que en fonction de l'actualité, tu décides, ok, là, je peux plus me taire. Au même titre qu'à l'époque, justement, on parlait de BLM. Black Lives Matter. Hein. Ouais, effectivement, à ce moment-là, tu as plein de vidéastes qui sont aussi mis à parler de cette problématique-là. Là, c'est clair que l'heure est assez grave en France.
et dans la francophonie en général, je pense, en Europe presque, pour que tout d'un coup des vidéastes se disent « Ok, mon audience, j'ai 2 millions d'abonnés ou plus, des millions, en tout cas, il y a un moment où juste leur dire, en tout cas, votez et faites barrage si c'est leur valeur. » Je pense que, je suis pas sûr qu'ils deviennent sérieux, je trouve juste, il y a un moment où les gens ont dû se dire « Je peux pas ne rien dire. S'il se passe ce qui peut se passer, j'ai pas envie d'être resté silencieux. » Selon toi, est-ce qu'on peut parler politique sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut encore parler politique? C'est-à-dire que dès qu'on va sur ces sujets-là, on est dans un clivage extrême. Hein. Les discussions sont complexes. Hein. On le voit bien pour ces créatrices, créateurs qui ont pris position. Ouais. Bon, bah là, ils sont. Voilà, maintenant, il faut qu'ils assument leur position. Hein. C'est pas simple. Hein. Vous, de votre côté, vous parlez de sujets de société, vous parlez de politique un petit peu. Il y a des sujets sur le féminisme, mais là, c'est juste, comment dire, normal d'en parler. Mais politique à proprement parler, un petit peu moins. Votation, etc. C'est pas trop cœur de sujet chez vous. Est-ce que c'est un terreau, un territoire sur lequel on peut parler réellement politique? Je dirais même il faut. Ouais. C'est nécessaire. Nous, on le fait pas parce qu'il y a... Il y a d'autres chaînes RTS qui sont spécialisées sur ce domaine-là et qui le font très bien sur leur compte, comme RTS Info. Mais je pense qu'il faut... Aujourd'hui, il y a les bulles sur les réseaux, on le sait. Tu vas sur Twitter, sur X, tu as cette espèce d'algorithme qui fait que tu n'as que des gens qui sont d'accord avec toi. Tu vas sur Instagram, tu vois que des gens qui pensent la même chose que toi. Sur les réseaux, oui, il faut casser ces bulles et il faut parler de politique. Après, parler de politique, ça ne veut pas forcément dire donner son avis. C'est juste ouvrir le débat, faire discuter des gens, fact-checker. Il y a beaucoup de conneries sur les réseaux sociaux, politiquement. Parce que si toi, t'en parles pas pour fact-checker les choses, il y en a d'autres qui vont le faire pour raconter des conneries. Donc, oui, il faut parler politique. En tout cas, il ne faut pas s'interdire de le faire. Que des vidéastes, sportifs, chanteurs, danseuses, coureuses, peu importe, parlent de politique. C'est des citoyens et citoyennes avant tout, tu vois. Donc le fait de donner son avis, moi je trouve que, en tout cas, j'ai jamais été de ceux qui disaient cours et tais-toi parce que tu fais du 100 mètres. Si t'es citoyen et t'es citoyenne et t'as envie de dire quelque chose, dis-le. Après, ceux qui partagent des conneries et qui partagent des fake news ou des théories un peu bizarres et tout, là j'ai plus de mal. Mais en même temps, ouvrons le débat, quoi. Je trouve cool. On débat plus, hein. On a plus de mal à débattre, c'est compliqué. Hein. Moi, j'ai été étonné. Alors, rien à voir, pardon. Mais là, récemment, vous avez fait un contenu, vous êtes allé interviewer des festivaliers, hein, des jeunes, en leur demandant le service militaire, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Parce qu'il y a le service militaire en Suisse, hein, en l'occurrence. Et c'était rigolo parce qu'ils étaient dithyrambiques. Hein. Ils avaient l'air de kiffer le service militaire. Je pense que le service militaire, à mon avis, je me suis dit, tiens, mais d'où ils sortent ces jeunes? Tu le kiffes quand tu l'as fait, peut-être. Ah, ça, c'est derrière toi. Ouais, effectivement. Mais nous, on a toujours cette volonté d'être assez. D'ouvrir en tout cas à tous les sujets qui nous parlent. On ne se ferme pas à la politique. Là, il n'y a pas longtemps, on a fait un contenu pour dire les votations qu'il y a eu, en tout cas les décisions qu'il y a eu en Suisse, qu'est-ce qu'elles vont changer. On l'a fait et on a vu qu'il y avait eu vachement de retours positifs. On ne pensait pas, on était même nous assez surpris. On s'est dit, en fait, il y a une volonté, il y a une demande des jeunes, entre autres, de savoir ce qui se passe. Mais à mon avis, le terrain des réseaux sociaux est le terrain le plus propice pour parler de la vie de la société. Ouais. Ça fait, je pense, plus d'1h15 qu'on papote. Voilà, c'est chouette. Je suis triste. Ça veut dire que on va bientôt Pas tout à fait. Avant qu'on se quitte, c'est quoi les prochains gros highlights là, de Tazaki? On sait qu'il y a une grosse saison de festival là, qui est en train de s'ouvrir en Suisse romande. J'imagine que vous y serez. Ouais, on y sera. Il y a une grosse soirée. On va faire des grosses soirées cet été, notamment Montreux. Il y a des gros contenus qui vont sortir sur YouTube, notamment un en septembre, un reportage, un gros documentaire sur l'Irak. On est parti en Irak rencontrer la communauté yézidi. Donc ça, c'est un gros highlight sur YouTube. Et puis cet été, beaucoup de couvertures de festivals, notamment pour accompagner un petit peu le beau temps et j'imagine les événements. Là, ça se bouscule un peu pour aller les faire. Oui, alors même pas, je dirais presque. Il y a presque un truc, non, tout le monde y va. C'est surtout que t'as pas envie d'y bosser. T'as envie d'y aller pour profiter, mais t'as pas envie d'y bosser. Donc on continue à couvrir l'Euro aussi là pendant les prochaines semaines sur Instagram. Ça, c'est assez cool. C'est des formats qu'on aime bien faire un peu snacker. Et puis comme d'habitude, les productions sur TikTok, Snap. Insta et YouTube. Alors on a fait un peu la passe sur Snap parce qu'on a tellement de choses à se dire. On en parlera en off. Tiens, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de Snapchat. Merci beaucoup. Si on veut échanger avec toi directement, voilà, Julien, où est-ce qu'on te trouve?
On me trouve sur Instagram, Julien Bagour, et puis sinon sur Tataki, hein, on peut DM Tataki sans problème s'il y a des questions ou autres, et puis les gens de Tataki y répondent. Comme je disais tout à l'heure, maintenant j'ai mis la pression à tout le monde, on ne laisse pas de DM non lus. et puis par mail, une adresse julien.bagour@rts.ch s'il y a des trucs plus professionnels. Voilà, écoute, un énorme merci à toi, merci beaucoup, discussion géniale. C'est pépite, bah voilà, on est content quand on arrive comme ça à pouvoir vous transmettre un échange de passionnés, parce que je trouve que c'est vraiment ça qu'on a eu ensemble. Donc merci, vous écoutiez ce podcast dans une application de podcast. N'oubliez pas, vous balancez les 5 étoiles, le petit com qui va bien, balancez aussi cet épisode à un pote, une pote autour de vous. Et puis, Julien, je te remercie encore. On se donne rendez-vous, les amis, dès demain. Salut tout le monde. Merci. Ciao, ciao. bye.